la rencontre qui a changé ta vie, s'il n'y en a qu'une? Ma meilleure amie, Asna. Ouais. Un livre ou un film que tu nous recommanderais, que tu as lu peut-être dans des moments... Tout ce qui brille. Tout ce qui brille. Que Attends. Et Un livre Kiff demain. Ou Du rêve pour les oufs, de Faiz Agen. D'accord, à lire. Que pense Ève aujourd'hui de Ève d'il y a 10 ans? Des fois, elle se pose sur son canapé et elle dit « Vache, vache. Oh. » Où est-ce que j'en suis? Ah ouais. Et t'as pas fini. Et j'ai les pas escaliers fini. continuent, Ouais. il faut continuer à les monter. Ouais. Eh bien oui, c'est votre magazine, votre rendez-vous avec Exceptionnel qui vous donne la pêche, qui vous donne envie d'avancer avec ténacité, mais bonheur, sourire. Et c'est ça, d'avoir des invités qui sont exceptionnels, les unes plus que les autres. On a la chance d'être avec Ève Bria. Bonjour Ève. Enchantée. Moi aussi, l'intuition a guidé mes pas. Alors... il faut lire le sous-titre, hein, des bidonvilles à Barack Obama. Tout à fait. On va rentrer dans le vif et on va décortiquer l'ouvrage. Mais vous êtes tuée, on peut se tutoyer une femme au prénom, déjà évocateur, Ève, hein, coiffeuse intuitive, coach de vie, maître artisan, fondatrice du morphing intuitif. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le morphing intuitif? Bon, alors déjà, je suis maître artisan, coiffeur. Ça veut dire que j'ai passé un diplôme qui donne un titre. Moi-même, je ne le savais pas au moment où je l'ai passé, mais à la fin, je n'ai pas voulu aller chercher le diplôme. Et là, monsieur le maire a écrit en disant qu'il serait présent. J'ai dit, oh, vache, faut que j'aille chercher, faut que j'y sois, quoi. Donc c'est déjà un parcours qui est assez exceptionnel, c'est d'arriver à faire ça. Puis ensuite, au fur et à mesure de ma vie, en fait, je me suis rendu compte que je m'occupais de mes clientes différemment de mes confrères ou de mes consoeurs. C'est-à-dire que j'étais jamais ou quasiment pas souvent d'accord avec ce qu'elles faisaient. Moi, je ressentais à l'intérieur autre chose parce que mon livre, il parle de l'intuition, mais j'ai toujours travaillé avec l'intuition aussi. C'est-à-dire que l'intuition, elle m'a accompagnée dans ma vie, mais professionnellement, et je me suis demandé qu'est-ce que je faisais en réalité. Et en fait, tout simplement, je me sers de mon intuition pour travailler. Et pourquoi le terme? Alors, j'ai créé le morphing intuitif, en fait, pour pouvoir l'enseigner. C'est toi, c'est vous qui l'avez créé, hein, complètement. Oui. C'est moi qui l'ai créé. En fait, je recrutais des personnes pour travailler chez moi et je voyais bien qu'elles ne comprenaient pas mon mode de fonctionnement. Donc, pour que ça le fasse, je me suis dit, il faut que j'arrive à mettre sur papier ce que je fais. Et en réalité, le morphing intuitif, c'est 3 méthodes, 3 techniques. Il y a l'étude du visage, qui est le caractère de la personne, à qui on parle. L'étude des codes sociaux, qui est le lifestyle de la personne, à quel mode de vie la personne a envie d'appartenir ou appartient, parce qu'on peut en avoir aussi plusieurs. Et ensuite, je fais une lecture avec mon intuition. Tout ça, ça me donne à la fin un visuel comme dans le clip Black or White de Michael Jackson. Oui. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un dans mes mains et moi, j'ai une palette de possibilités en coiffure parce qu'avec les cheveux, on peut faire beaucoup de choses quand on est formé. C'est ça qui est magique. Voilà. Et moi, avec mon intuition, paf, ça m'arrête là et on me dit, c'est là qu'elle va être bien, c'est là qu'elle va être alignée avec son projet parce qu'en fait, on peut aussi changer d'image et d'apparence en fonction des projets qu'on veut mener. Par exemple, une femme qui va avoir un enfant n'a pas du tout le même projet qu'une femme qui crée son entreprise. Oui. Et donc, le morphing intuitif, au départ, c'est ça. C'est comment l'enseigner à des coiffeurs qui travaillent avec moi. Donc, finalement, c'est en mettant sur le papier. Et pendant la période Covid, je l'ai proposé en formation. Et ça a été un carton plein pour décrypter ses clients plus facilement, plus rapidement et leur faire des coiffures alignées avec directement pour prendre rendez-vous sur ton Insta, par exemple, qui s'appelle Evenair, ou sur ta chaîne. Oui, ou carrément sur le site evebria.fr. D'accord. Là, on peut prendre des rendez-vous où je vais conseiller en distanciel. Ouais. Ce qu'il faudrait faire, c'est un rendez-vous, un échange avec moi d'une heure. Je fais une parenthèse parce que oui, j'ai vu et j'ai lu des commentaires sur certaines femmes, d'ailleurs de tous les âges, qui te posaient des questions, bluffants. En disant oui qu'effectivement un entretien téléphonique vidéo, mais tu avais pu et chaque femme devrait révéler, c'est ça. Révéler la femme qui était en elle et elle ne se voyait pas de cette façon. Plutôt chapeau. Alors en plus de ça, conférencière pour les plus grandes marques de luxe et coach de vie. C'est le premier livre là, l'intuition qui a guidé mes pas, ou plus exactement des bidonvilles à Barack Obama. Alors on se dit, mon Dieu, bidonville, Barack Obama. Moi, je vais te dire, tout de suite, je me suis dit,
c'est mieux qu'une série Netflix, c'est-à-dire que on part d'un truc qui fait pleurer et on arrive à aimer. C'est la vraie vie, c'est ta vraie vie et c'est la réalité. Et c'est surtout les 5 clés qui ont transformé ta vie qui sont intéressantes. Quand on parle de ton enfance, donc, et c'est important parce que c'est le début, c'est le socle de chacune et chacun d'entre nous, tu étais à Nanterre dans les années 70. Oui. Tu te retrouves donc 50 ans plus tard avec Barack Obama, ça on va l'évoquer. Toujours pas loin de Nanterre, hein, à la Défense. À la Défense. C'est juste... incroyable, côté, mais vrai. Quoi. Incroyable mais vrai. Un parcours incroyable, comme tu le dis. Devenue, alors, coiffeuse intuitive, c'est le terme exact. Petite, ce n'était pas la joie. Tu avais, alors, si on prend ton enfance, élevé, ton papa était alcoolique. Ah oui, alcoolique et suicidaire. Une maman qui était maniaco-dépressive. Donc, tu avais ce que certains et certaines ont, une enfance et petite, des choses où tu ne rigolais pas tous les jours, voire même grave. J'avais un cumul des mandats. C'est-à-dire que, alors à l'époque, on ne savait pas que ma mère était maniaco-dépressive. C'est plus tard, en hôpital psychiatrique, qu'on l'a diagnostiquée. Mais au départ, on ne savait pas qu'elle avait ce problème-là. Et moi, petite, je vivais avec une mère comme ça. C'était mon quotidien. Je vivais avec un père, comme je le dis dans le livre, à moitié plein, à moitié vide, mais jamais totalement vide. Donc finalement, pour moi, c'était ma normalité. Pour moi, tout le monde vivait ça. Enfin, dans mon esprit à moi, parce que j'avais des voisins, des amis, je voyais que chez eux aussi, c'était pas très gai. Mais aussi dehors, c'était dangereux puisque j'habitais à côté des bidonvilles. J'habitais pas dans les bidonvilles, hein. J'habitais mais à même pas 200 mètres. Donc, c'est quand même pas loin. Il y avait une mosquée juste en face de chez moi. Il y avait un bar pas bien famé. Puis surtout, il y avait ce fameux hôpital de Nanterre où on ramassait tous les clochards de Paris qu'on ramenait à Nanterre, à l'hôpital. Et eux, ils restaient là avec leurs bouteilles de villageoises allongées dans la pisse, ce que tu veux. Donc, le bus, il s'arrêtait à 18h. C'était une no-zone. Le taxi ne t'emmenait pas là. C'était vraiment une zone interdite d'accès parce que les gens se passaient le mot que c'était trop dangereux. Donc moi, quand j'allais à l'école, j'y allais en bus. Donc j'attendais le bus devant cette mosquée qui n'était pas bien famée, on va être très clair non plus. Donc en fait, chez moi, c'était dangereux. Dehors, c'était dangereux. Et l'école, alors comment dire, l'école, elle est pire que tout. C'est-à-dire que dans l'école, tu retrouves tous les migrants, en fait, parce qu'il faut appeler un chat, qui deviennent mes amis après. Donc, c'est dans mon regard à moi, c'est même pas un problème. Ce qui est un problème, c'est que dans les gens qui fréquentent cette école, et toutes les écoles, primaires, collèges, c'est un bahut qui a 10 classes, donc 10 sixièmes, 10 cinquièmes, 10 quatrièmes. Énorme. Et tout le monde est fou là-dedans. Et je sais même pas comment les enseignants sont encore en vie. À vrai dire, parce que... C'est dingue ce que tu dis. Oui, c'était la réalité de ces années-là. Mais est-ce que c'est pas la réalité de ce qui se passe encore aujourd'hui? Alors, c'est ça qui est dramatique. Le collège de Nanterre a été... Et c'est pas 5 ans qui se sont écoulés. Ah ouais. Le collège de Nanterre, il a été réduit. Parce que là, c'était... Bon, ça s'est su académiquement parlant ou je ne sais pas. Qu'il y avait un grave problème, Oui, mais il y a des grands collèges, comme dans ma ville, qui deviennent malfamés avec le temps parce qu'il y a... comme une perte de repères, comme une perte de civilité, je ne sais pas comment dire. Et nous, par contre... J'allais demander comment tu expliques ça, parce que, en fait, on a le mal aujourd'hui dans notre pays, mais cette diversité de cultures, pour moi, reste quand même une vraie richesse. Malheureusement, elle n'est plus une richesse quand elle est subie telle que tu l'as décrit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'amitié, il n'y avait pas de gens quelque part normaux, mais même avec de la bienveillance, ça n'existait pas. Les gens très spéciaux. Moi, j'ai vécu avec black, blanc, beurre. Tu sais, cette main qu'on portait tous. Et finalement, nous, on s'entendait bien. Parce qu'il y avait un point qui nous ralliait, c'était la misère. La misère. Donc, on allait voler. Je le raconte dans mon livre. Hein, je suis sans filtre. On payait pas le cinéma. On rentrait par la sortie. Toutes les bêtises qu'on peut imaginer, tu les as faites. Je prenais des trains à l'envers, mais j'ai fait même pire que ce qui est écrit dans le livre. J'ai pas pu tout dire. Parce que moi, j'avais des amis qui me faisaient faire des choses. Comme j'étais blanche,
Je pouvais aller faire des faux chèques dans des magasins. Tu vois, par exemple, on me disait, t'y vas, tu prends ce que tu veux. Alors, place de Clichy, c'est complètement pété. C'est pas l'endroit où il faut faire ça parce que le gars, il m'a complètement repéré directement et il a pris le carnet de chèques, il m'a demandé la pièce d'identité. Je connaissais même pas le nom du gars sur la pièce d'identité. Donc, il a tout gardé. Il a été gentil. Il m'a dit, tu reviens demain avec ton frère chercher les affaires. Et quand je suis sortie, mais il y avait plus aucun de mes amis dehors. J'ai dit, mais les enfoirés, ils m'ont laissé. Donc, tu vois, ils voulaient me faire du toboggan sur le CNIT de la Défense en hiver. Moi, je me suis dit, ils sont fous. Tu as vécu des choses mais en fait, dingues. Moi, je les suivais parce que c'était mes protecteurs. Ton papa part. et ta maman complètement inexistants avec ce qu'on a raconté. Donc, c'est-à-dire que chacun avec leurs mots, MAUX, et donc grave. Mon père, il était fan d'armes à feu. Ouais. Donc, il les fabriquait et... Là, ce qui était dangereux, c'est qu'il programmait dans sa tête un scénario qui était que, fallait pas que ma mère parte. Déjà. Donc, et si jamais lui venait l'idée, alors lui, il avait des idées suicidaires, mais il en parlait. Il disait, un jour, je vais me faire péter la cervelle, mais avant, je m'occupe de vous deux. Le fauteuil roulant, vous allez connaître. Oh, moi, je trouve ça dingue de ce que tu as vécu et que tu le racontes avec autant de... Alors, certainement, maintenant, il y a du recul, c'est 50 ans après. C'est aujourd'hui. Ou 40 ans après, mais... Waouh, c'est... Alors, le message là-dedans, c'est qu'on peut tous s'en sortir, on peut y arriver, à force de plein de choses, dont l'intuition, mais il faut aussi avoir une grande confiance, et on va l'évoquer. Et les rencontres qui sauvent. Mais je te laisse évoquer tout ça, parce que il y a beaucoup qui se reconnaîtront ou pas, mais qui vivent des choses terribles. Et qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui, avec le recul que tu as, que tu n'as pas fait à l'époque? Aller en parler à des gens, essayer de t'en sortir autrement, aller voir des familles pour qu'elles t'aident. Il y a des associations, Alors, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Eh oui, c'est ça. Il n'y avait pas Internet. Mais ce que tu donnerais comme conseil avec le recul, peut-être aujourd'hui? Je dirais d'aller se renseigner sur les réseaux, d'écouter beaucoup de chaînes spécialisées, de se rapprocher d'associations. De s'entourer bien ou mieux, de faire très attention. Moi, c'est toujours mon intuition qui m'a dit, là, ça le fait pas. Là, c'est noir. Là où ils vont, c'est trop. Et quand c'était trop, paf, tu vois, j'avais comme une sensation de sors, c'est trop. Et quand on te disait, va faire ça, va dans un magasin, va voler, etc., va te mettre, tu dis, tout en haut de la Défense, etc., à un moment, mais qu'est-ce où tu t'es dit, stop, ça, je le ferai plus? Par exemple, un jour, on était dans un appartement et on allait chercher un petit copain d'une amie, tu vois, je lui ai fait sécher les courses et elle était bonne écolière en plus. Et je dis, on va le trouver, viens. Comme elle était très amoureuse, elle a séché ses cours, elle est venue avec moi, bien sûr, on l'a trouvé. On est monté chez lui, c'était dans les tours rondes à la Défense, pour situer un peu le quartier. Et en fait, à l'intérieur, il y a un gars qui est arrivé avec une ceinture de peignoir et une petite cuillère. Tu vois, et là, on s'est regardé. Et j'ai dit, ça craint. On bouge. Et tu vois, tout ce qui brille, le film, avec la Betty et tout. Là, tu as un moment où tu dis, OK, on va passer de l'autre côté du périph' ou pas, mais enfin... Il faut qu'on reste safe, secure. Et donc, cette amie, elle travaillait bien. Donc, elle a tout de suite compris, elle aussi, qu'on n'était pas au bon endroit. Parce que j'étais bien entourée quand même. Heureusement, tu avais quelques amis qui étaient quand même de bonne composition et qui avaient des idées... J'étais pas obligée de rester là. Tu vois, je lui ai fait un signe, on dégage. Ouais. Et dans les escaliers, on s'est fait un débrief. On s'est dit, qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu... il se drogue. Parce qu'en fait, on était chez son père. Donc, normalement, chez son père, il y avait tu vois, il y a la figure du père qui va rentrer après du travail. Normalement, il se tenait bien. Ouais. Et là, son père était pas là. Était en vacances. Et du coup, ces gens-là, on les connaissait pas. Et c'était pas dans nos amis habituels. Donc, tu rencontres des gens. Ma meilleure amie que j'ai rencontrée, j'en parle dans le livre. Moi, aujourd'hui, je vis pas pour une. Je vis pour deux. Je vis pour elle parce qu'elle est décédée aujourd'hui. Mais elle m'a sauvé la vie. Parce que dans ce collège, quand tu arrives, ils sont tous fous. Tu comprends bien que tu vas te faire attraper dans un coin, qu'on va te détrousser tout ce que tu as sur toi, parce que moi, je suis la blanche du quartier. Donc, pour les gens, je suis la riche du quartier. Ouais. Bon courage. Et je n'ai pas les arguments physiques. Alors que pas du tout. Non, pas du tout. Mais eux, dans leur tête, bien sûr. Je vis dans un pavillon. Les idées reçues. Voilà, le pavillon, il est fait par mon père, avec des briques qui montent avec des amis tous les soirs. Donc, c'est loin d'être riche, mais eux sont dans un bidonville. Donc, tu vois, le regard, il est comme ça. Et il y a cette amie que je rencontre. Elle parle pas français, donc je sais même pas pourquoi je vais vers elle. À l'intuition, j'y vais. Ouais. Et elle a une spécialité, un talent naturel. Quand je dis, j'ai toujours l'impression qu'on me croit pas.
mais elle se bat comme Bruce Lee. Tu vois, elle a une capacité, donc ça se sait très vite, que quand elle se met en confrontation, même avec un gars, même avec 10 gars, en gros, elle est comme un mec, quoi. C'est un mec. Et elle fait le ménage le matin avec sa mère dans les bureaux de la défense. Donc, elle a des biceps, tu vois, Karate Kid comme ça. Incroyable. Et ben, elle a des biceps comme ça, mais elle a un visage tellement gentil que tu ne peux pas imaginer que c'est une fureur. En fait, elle a une fureur au fond d'elle. Parce qu'elle est en France, elle parle pas français. Son beau-père la tape. Ils sont 7 dans la famille. Sa grand-mère fait à manger par terre avec les cheveux, tu sais, du henné. Enfin, c'est une vie. Oui. Donc, elle est dans une colère telle qu'elle se défend. Et comme moi, je lui apprends à parler le français le soir chez moi sur Cro-Blanc, sur le livre que j'ai, eh ben, je deviens sa sœur de cœur, alors qu'elle a plein de sœurs. C'est très beau. C'est magnifique. Et donc, peu importe qui m'approche, à partir de là, même mes amis du CNIT et tout ça, ils peuvent plus m'approcher. C'est terminé. Il n'y a plus personne qui m'approche. Donc, les rencontres, elles me sauvent la vie, littéralement. Alors, chez moi, elle peut pas. Chez moi, elle peut pas entrer, elle peut pas me sauver la vie chez moi, mais elle sait ce que je vis et c'est la seule qui sait. Parce que moi, je le raconte pas. Et j'aurais même pas pu raconter à mon père, parce que mon père, il était tellement démesuré, comme il fabriquait des armes, il serait venu au collège avec une 22 long rifle et je pense qu'il aurait éclaté tout le monde. Et il me disait toujours, si tu as des problèmes à l'école, tu m'en parles. Mais personne, la police n'intervenait jamais? Vous étiez jamais appréhendé par quelqu'un? Non. Quelqu'un qui dénonçait? C'est un truc de fou. Non, parce que les voisins ont peur. En fait, les voisins sont... et puis, tout va crescendo. C'est-à-dire qu'au départ, il n'est pas comme ça. Au départ, ça va. Au départ, il y a des amis, il y a des fêtes, il y a des soirées avec du tarot qui n'en finit plus toute la nuit. Ça se noircit au fur et à mesure du temps. Voilà. Petit à petit, il y a moins d'amis. Pourquoi ? Parce qu'au milieu de la soirée, il y a une arme qui surgit. Et là, tu avais quel âge, là ? Alors, j'ai aucune notion. J'ai effacé ça, comme je dis dans le livre. Petite, mais une dizaine d'années environ, d'après ce qu'on peut comprendre. Même avant, ça a commencé bien avant. J'ai aucun souvenir de Noël où moi, je passe Noël. Non, je vois des gens jouer aux cartes, fumer. C'est tout en fumée, tout en brûlé. Et donc, Ève, à un moment, elle a la chance, l'intuition de devenir... Alors, la coiffure, pourquoi ça a toujours été une passion? Alors, en fait, je regarde peu la télé, mais des fois, je regarde un programme qui passe l'après-midi où il relook des gens. Et moi, je suis fascinée par l'état d'émotion dans lequel la personne est à la fin, vers le lever du rideau, quand elle se découvre belle. Et je veux vivre ça. Après le décès de mon père, donc parce que mon père se suicide un soir sous mes yeux, terrible, je le raconte dans le livre, il finit par mettre à exécution son plan. Comme j'ai une action un peu intuitive, du coup, ma mère et moi, on réchappe au scénario qui était prévu. Mais après tout ça, moi, j'ai conscience qu'il faut que je me change un peu les idées. Et donc, je veux aller chez ce grand coiffeur, qui est la ville d'à côté, qui est bien mieux fréquentée, c'est Rueil-Malmaison. D'accord ? Donc, ma petite famille se cotise et me paye ce coiffeur. Et je suis totalement... Le cadeau magique. Ah oui, mais moi, je suis totalement massacrée. C'est-à-dire que je demande Kelly dans Les Drôles de Dames, que je regarde aussi à la télé, et je ressors comme le caniche de ma mère, noir, frisé. Donc, c'est dangereux dehors, je le rappelle. Quand il y a une petite faille dans son identité, les gens viennent t'embêter. Donc là, je sors plus de chez moi, en fait. Pendant 1 an, je suis déscolarisée, je vais plus à l'école, je mets une serviette sur ma tête, je veux plus sortir. Et là, ma mère, elle comprend, pour la première fois de sa vie, que là, c'est grave, que je vais pas retourner à l'école. Donc, on retourne chez le coiffeur, elle demande si on peut faire quelque chose. Mais comment on peut ne plus aller à l'école pendant 1 an ? De toute façon, tout le monde s'en fichait, moi. Au point où, là où je suis. On va juste recevoir un mot du directeur. Oui, c'est ça. Mais personne, là aussi, vient voir en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Une élève qui vient pas pendant des mois déjà, on s'inquiète. Mais alors, lendemain du suicide de mon père, je suis à l'école. J'ai personne qui vient me voir. Personne. Tout le monde est au courant, je pense. J'ai personne qui vient, même pas un professeur, qui vient me dire « Ève, on est au courant. » Non, j'ai mes amis. C'est tout. On a l'impression que tu racontes une histoire qui s'est passée je sais pas où et à une époque où... Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, ça se passe encore aujourd'hui et quelquefois encore de façon encore plus pire. Oui, donc, parce qu'il y a les réseaux aujourd'hui, donc tu peux faire... tout ça. Mais bon,
là-dedans, et donc on était sur le côté positif, l'intuition oui, et ce qui allait se passer. Alors du coup, comme il y a je me ce fais rendez-vous louper, salon. Comme je me fais louper, je sens que on peut pas me rattraper parce que quand on y retourne, on dit bah nous on va retrouver ses cheveux dans le bac, elle va tout perdre. Je me dis waouh, tu vois comme des gens qui discutent à cœur ouvert, on n'opère pas. Je me dis elles sont folles, on rentre, on n'est pas remboursé rien. Et moi je me dis je vais en faire mon métier. C'est à partir de là où il y a eu ce déclic. Ouais, je me dis, moi, je veux faire ce métier. Magnifique. Et je veux que tout le monde soit réussi. Je vais sauver tout le monde. Et en plus, ma mère, elle veut absolument pas que je sois coiffeuse. Et comme on envoie ma meilleure amie en comptabilité et que je vois l'injustice du système, c'est-à-dire qu'elle qui travaillait tant, elle avait pas l'âge et pas le... Eh ben, on l'envoie en comptabilité. Et moi, je dis que je veux faire coiffure. On dit non. Elle est bonne élève. Elle va pas en coiffure. Bah, pendant 1 an, je retourne avec mes anciens amis du CNIT et tout ça. Et c'est là que je vole, c'est là que je fais plein de choses. Donc, à la fin, c'était indiqué partout, brille par ses absences. Ouais. Donc, on décide qu'on accepte que je parte en coiffure. Ouais. Parce que là aussi, idée reçue sur le fait de dire coiffeuse, oh, c'est un métier. Alors, heureusement, ça a repris du galon et aujourd'hui, être coiffeuse, c'est un vrai métier, on le sait. Et puis, ça va en prendre encore, hein, parce que là, on n'est qu'au début du manque de coiffeurs. Ouais. Donc, moi, je dis que dans 5 ans, on sera au tarif de New York, des coiffeurs à New York. Oui. Voilà, ou aux États-Unis, en gros. Hein. Il y aura deux sphères, les coiffeurs très cheap, pas chers du tout, qui viendront d'ailleurs, qui ne seront pas très formés, et ceux qui seront experts. Oui. Et là, experts ça fera comme avec des médecine. Formations poussées en technique, en couleur, en coupe, etc. Et c'est ce qui te plaît en particulier. Tu deviens d'ailleurs formatrice donc par la suite des coiffeurs ambassadeurs. Donc tu fais des événements un peu partout. Je ne sais pas s'il y en a qui t'ont plus marqué que d'autres, des événements dans le monde. Oui, certainement. Les Folies Bergères dimanche dernier devant 1600 coiffeurs. Voilà, ça c'est le plus gros événement de la coiffure en Europe. Et puis de penser de là où tu viens et là où tu es, c'est une grande fierté. Alors, c'est un beau message aussi pour tous ceux qui nous écoutent. Mais c'est énorme, mais même moi quand j'y suis, je me dis filme, tu vas pas le croire. Ouais. Parce qu'il faut toujours que je vois a posteriori que c'est vrai. Ce qui m'arrive, des fois, quand tout à l'heure tu disais Netflix, j'ai pris un chauffeur, je lui disais un passage dans un Uber. Et en fait, à un moment donné, il a dit « Ah non, mais votre truc, il faut qu'il aille sur Netflix. » Ah oui. Donc, tu m'as fait rire. Oui, mais c'est vrai. La question de départ, c'est il faut que ça aille sur Netflix. Et c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai lu un tout petit passage dans Uber. Il m'a dit « Mais votre livre, mais il faut qu'il soit un film. » C'est une série. Ah, mais c'est clair. Why not ? Ah oui, exactement. Alors, on a compris ce qu'était aussi le morphing intuitif, mais beaucoup plus que cela, parce qu'il y a des conférences donc que tu appelles des conférences pour que l'on se connecte avec soi-même. Oui. Qu'est-ce que tu proposes dans tes conférences ? Alors, les conférences, elles sont toujours des thématiques business. Oui. D'accord ? Donc, c'est comment on peut envisager différemment ses clients. Oui. Comment on peut dépoussiérer ce qui se passe dans les salons de coiffure, justement. Oui. Parce qu'on est en train de changer, d'aller vers de nouveaux besoins et les coiffeurs, certains, travaillent encore comme avant. Oui. Donc ça, c'est des thématiques business que je fais pour des marques de coiffure. D'accord. Qui ont besoin d'avoir un speaker, je préfère, dans leurs événements. Je fais juste un petit récapépète depuis le début et un retour en arrière. C'est-à-dire que quand tu as commencé 16 ans, donc le rendez-vous, tu es devenue shampooineuse, voilà, de step by step, comme tu dis, par rapport à ton métier de coiffeur au départ. Mais les études, là-dedans, en fait, parce que tu dis, tu parles et tu donnes des conférences business, etc. Tu as appris toi-même, il y a le côté autodidacte, tu as lu, tu t'es enrichi d'expériences de gens. Je vais revenir sur la même chose, les rencontres. Eh oui. En fait, moi, T'en as eu des belles. Ouais. Et je pars du principe que moi, je commence toute seule, n'importe comment. Même, je coiffais les amis les mères de mes amis, donc c'était n'importe quoi. Hein. J'y allais complètement à l'intuition, mais là, pour le coup, faut pas, hein, parce qu'il faut être formé. Et puis, petit à petit, la vie, elle me tamise. Tu vois, moi, je commence un truc en bordel et la vie, elle me met sur mon chemin le meilleur là. Le meilleur là. Et ça a été pareil après, en danse. Hop, je commence à danser n'importe comment et tac, on me met le meilleur danseur. Tac, le meilleur prof. La vie, elle fait ça avec moi. Donc, en fait, je suis repérée sur le terrain jeune. Et on me dit, Ève, vous n'avez rien à faire en coiffure. Nous, c'est une grande firme internationale. Nous, on vous veut. Je suis chassée.
Mais moi, dans mon mindset, je peux pas être chassée parce que je vaux rien. Tu vois, je vaux rien. Ça, il faut vraiment... la notion, elle est importante parce que moi, au départ, dans ma vie, j'ai pas d'estime de moi. Pas de confiance. Ouais, je suis mal habillée. Alors que c'est tellement important. Mais oui, mais quand tu viens de là où je viens... Bien sûr. Déjà, comme je suis mal habillée, je suis mal coiffée, mon métier m'apprend à me coiffer. Ouais. On m'oblige à me vêtir de telle manière. Ouais. Sinon, Ève rentre chez elle. Ouais. Ah oui, j'ai affronté des choses parce que moi, je voulais pas qu'on me change. Ensuite, le langage, ça va pas, Ève. Ensuite, il faudra taire ce que vous racontez, votre vie là. Faut la gommer un peu parce que les gens n'ont pas besoin de connaître votre vie. Alors que tu veux pas la gommer et tu la racontes parce que tu trouves que c'est hyper important. Oui. Mais je la gomme en fait sur le... Au départ, C'est-à-dire qu'il a fallu presque 50 ans pour dire... Oui. Je me déshabille, je me mets à nu. Aujourd'hui, je mets des paillettes, aujourd'hui, je vais en rose, aujourd'hui, je vais sur scène. Mais tout ça, c'est un travail avec des thérapeutes, avec beaucoup de gens. Je travaille avec des coachs, je fais de l'EMDR, je fais de la sophrologie, je change mon alimentation, je reprogramme, parce que j'ai beaucoup de symptômes physiques. Derrière le traumatisme que j'ai vécu, je le dis, je prends beaucoup de médicaments pour calmer ces angoisses. On ne sort pas indemne de ce que j'ai vécu, parce qu'ensuite ma mère va en hôpital psychiatrique. Oui. Donc ça, je le vis encore. Et puis un jour, je décide que je m'en vais. Voilà, et je vais vivre aux Antilles. Et là, parce qu'il n'y a pas de réseau à l'époque, j'atterris, je crois que sur le tarmac, je crois que c'est le moteur qui chauffe comme ça. Je me dis, ils n'ont pas coupé les moteurs. En fait, mais non, c'est la chaleur ambiante. C'est la chaleur. Ouais. Et je mets mes pieds dans une mer translucide. Je le raconte dans le livre. Et moi, je découvre. Pour moi, je suis projetée au paradis. Ouais. C'est une vie qui est comme ça. Et pareil, là-bas, je fais encore des rencontres. Oui. Donc, je termine à Saint-Barth. Tu vois, mes week-ends, je vais en soirée à Saint-Barth, mais comme si c'était normal. Donc, je suis avec des gens du cartel, je suis avec des milliardaires. Donc, je passe en permanence. Ma vie, elle fait ça. Je vis quelque chose. Je crois que je suis haut et on me fait plus haut. Tu vois, et après, on me dit non, plus haut. Mais redescends quand même voir les gens normaux. Oui. Okay. Comme ça me donne une vision sur tout ce qui peut être vécu dans la vie. Et les gens que je coiffe m'ouvrent aussi une fenêtre. Je vois bien que les gens, ils sont normaux. Oui. Ils ne sont pas comme là où j'ai grandi. Ils ne sont pas comme chez moi. Ils racontent leur vie. Les gens chez le coiffeur. Tu apprends en fait de tes clients et clientes. Énorme. C'est eux, mon enseignement. Oui. Donc, je me dis, OK, il faut que j'arrête de parler comme ça, parce que c'est Pour autant, c'est pas parce que tout brille, justement, pour reprendre ce que tu dis, ou c'est diamant, on est tous à se dire, oh là là, on veut grandir, on veut s'améliorer, avoir autant d'argent qu'un tel ou un tel. En fait, souvent, quelquefois, enfin, c'est pas parce que ça brille que c'est or, c'est pas parce que ça brille que c'est bonheur, il faut s'en rendre compte. Donc, tu redescends en te disant... Bon, ok, ils ont peut-être beaucoup plus de choses que moi, mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Je suis pas sûre qu'ils aient beaucoup plus que moi. Eh oui. Parce que finalement... L'essentiel. Hein. J'ai jamais vu autant de gens dépressifs qu'à Saint-Martin. Et très mauvais. Très mal dans en sous eux-mêmes. Anxiolytiques, tous. C'est-à-dire que les gens qui ont les moyens... Alors, ok, on prend des bateaux avec skipper et tout ça, mais moi, je vis avec eux tous les jours. Et j'ai jamais vu de gens aussi mal... En mal-être, parce que finalement, ils n'ont pas leur mission. Ils vivent leur vie comme ça matériellement. Ok, ça le fait. Mais à l'intérieur, il y a qui? Il y a quoi? Quelle est la mission de vie? À part gagner de l'argent, une fois que tu l'as, tu fais des enfants. Les enfants font n'importe quoi. Tu peux acheter des choses, mais bon, encore une fois, tu n'achètes pas. C'est ce qu'on a vécu pendant la Covid. C'est que l'essentiel n'était pas là où on croyait. Bah oui. Et l'essentiel, il est bien que... C'est facile à dire, mais... Quand on le vit, l'intérieur, c'est tellement ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire d'être heureux, le bonheur. J'ai commencé par ça. Et oui. C'est-à-dire que nous, on était dans le malheur, tout ce qui existait de pire. Oui, mais nous, on rigolait. Oui. Attends, mais moi, j'avais des fous rires, mais des fous rires à m'en décrocher la mâchoire. Parce que, en plus, on était les gens, quand ils nous regardaient dans le bus... Même quand tu faisais tes bêtises. Ah non, mais oui. Parce que j'étais animée d'une... Moi, je m'amusais. J'avais trouvé des gens là qui me sortaient de ce que je vivais chez moi. Donc, c'est en faisant des bêtises, tu vois, Jamel Debbouze. Il a perdu son bras, c'est quoi, en prenant un train, je crois. Enfin, il s'est fait percuter par un train, je crois. Oui, catastrophique. Omar Sy, pareil, tu vois. En fait, ils sont très déconnants, mais ils ont dû faire des sacrées conneries. Mais ils ont dû rire. Moi, je peux imaginer leur rire. Parce que quand tu prends des trains à l'envers,
et qu'on te dit, Ève, là, s'il y a un contrôleur, tu sautes. Tu vois, au départ, tu dis, il déconne. Ouais. Je vais pas sauter. Et tu es à l'envers, c'est-à-dire tu es dans la partie qui traîne le métro. Quoi. Ah oui, c'est complètement fou. Voilà. Et tu dis, j'arrive pas à ouvrir sur l'extérieur. J'arrive pas. Ils sont cons. J'arrive pas. Et puis quand le train il s'arrête, tu dis, ah putain, vous êtes cons. Tu pars dans. En fait, c'est tellement nerveux. T'as des rires nerveux, mais qui sont des fous rires extraordinaires. Moi, je les ai encore dans ma tête. Et ça, pour moi, c'est ce qui me fabrique. Ce côté, il peut y avoir de la joie. Une enfance donc dure, on l'aura compris. Horrible. Mais en même temps avec des côtés finalement positifs et lumineux qui t'amènent à vouloir embrasser autre chose par la suite et qui te donnent une niaque aussi de dingue. Parce que cette intuition, on en a envie certainement et tu l'expliques admirablement bien tout au long du bouquin, mais il faut le vouloir. Et je pense que... Enfin, dis-moi si je dis vrai, mais je pense que si on veut quelque chose, il faut le transpirer, quoi. Il faut en avoir envie, mais démesuré pour que ça arrive. Tu sais, c'est comme tout, il faut bosser. Il faut bosser. Voilà. En fait, moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Ce livre, je l'ai écrit alors que j'étais bloquée chez moi pendant 3 ans à cause de l'agoraphobie. L'agoraphobie, on n'en parle pas assez. C'est vrai, On parle de phobie sociale, mais non. Enfin, l'agoraphobie, une vraie peur des gens et du monde. De tout. Tu peux plus aller dehors, tu peux plus. Moi, j'ai eu ça. Et donc, je me suis dit, OK, je peux pas sortir. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux sortir avec ma tête. Donc, je suis sortie, j'ai écrit ce livre durant ces 3 années-là. Et puis après, j'ai eu la possibilité... Tu vois, la vie, elle tamise. J'ai eu la possibilité de le présenter à un éditeur après. Et après, on a inséré dedans des clés pour que les gens ils puissent eux-mêmes se servir de l'intuition. Mais à l'origine... Je me suis beaucoup amusée. Puis ensuite, quand je suis devenue maman, tout m'a explosé à la figure. Devenir maman, ça te projette toutes tes peurs, tout. Je pouvais plus sortir. J'étais complètement perdue. J'avais rien construit intérieurement, vraiment. Physiquement, dans ma vie, il y avait rien. J'étais dans un studio. Ma mère n'était pas là à m'aider. J'avais pas de famille. Mes amis étaient mariés avec ce qu'ils pouvaient. Et pour autant, tu arrives à transformer ta noirceur en bonheur. Mais parce que je lâche jamais rien. Donc, les rencontres, je reviens dessus, les rencontres sont tellement primordiales. Mais la vie met sur mon chemin. Alors, je ne sais pas si c'est mon intuition qui fait que je me dis, vas-y là. Lui. Certainement. Il y en a qui sont plus intuitifs que d'autres. Je pense que tu fais partie de ceux et celles qui sont plus intuitifs. Mais moi, je pars dans des rencontres, des mannequins. Tu vois, moi qui suis coiffeuse, quand on me propose de devenir coiffeuse studio, je dis non. Parce que tu vois, avec mon réflexe de je peux pas sortir, je prends des cachets, je peux pas leur raconter aux gens, je pourrais pas aller avec vous, je suis malade, je suis anxieuse. Et je dors là-dessus, je me dis pourquoi t'as dit non ? Pourquoi t'as dit non ? Et le lendemain, je rappelle et j'y vais. Et je leur dis pas ce que j'ai, mais j'y vais. Et là, je rentre dans un moulin avec des chevaux, avec un lac, avec beaucoup d'argent encore. Tu vois, tac, tac. Et monter, descendre, c'est comme les montagnes. C'est de bas en haut, de haut en bas. L'inconstance, l'impermanence de la vie. Et puis aussi, dans ces temps noirs, morts, je vais à l'intérieur de moi. Tu vois, en fait, je pense que Jung, il dirait ça. J'avais créé... Tu puises des choses très fortes dans le malheur. Et c'est à la fois triste et paradoxal, mais ça se vérifie dans malheureusement beaucoup de cas livres que j'ai pu lire, où c'est dans la catastrophe qu'il y a quelque chose de dingue qui se produit et tellement beau ensuite. Bon, c'est triste de se dire qu'il faut passer par là. C'est triste, mais en fait, quand tu peux encore aller vers les autres, tu as le choix de parler, de faire du bruit. Quand tu n'as plus rien, tu es obligé de descendre en toi. Et tu vas chercher qui tu es. Les pièces, elles sont vides parce que tu as travaillé avec les autres. Mais à l'intérieur, quand tu descends en toi, tu es avec ton vrai toi. Et là, tu dis, c'est vide, c'est seul, il n'y a rien. Tu pleures, mais tu te dis, tu as aussi des moments, des petites rencontres. Moi, j'ai souvenir d'une amie qui vient chez moi au moment où je ne peux pas sortir. Elle fait de la sophrologie. Elle me dit, écoute, je suis allée voir une dame dans une caravane qui a de l'agoraphobie comme toi. Elle m'a donné les CD, je te les laisse. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'écoute ces CD et je reprogramme. Je fais de la sophrologie avec ces CD qui donc n'ont pas servi à cette femme-là qu'elle est allée voir, qui pouvait pas sortir de chez elle. Et moi, je m'en sers. Et je modifie et mon alimentation et chacune de mes pensées. C'est-à-dire chaque pensée qui rentre noire, je la transforme. C'est un travail très fatigant à faire.
parce que j'ai pas de traitement d'anxiolytique. Moi, j'ai pas de médecin qui traite vraiment, tu vois. Parce qu'un jour, je suis allée voir un psychiatre, il m'a sorti une liste longue comme le bras, j'ai tout déchiré. J'ai dit, je veux pas être comme ma mère. Donc, j'ai combattu seule par l'alimentation, et chaque pensée négative qui arrivait, tu vois, je mettais une autre. Et alors, ça te prend une journée et tu dois pas penser au fait que tu peux pas sortir dehors. Parce que ça, c'est trop noir. Donc, OK, tu verras demain. Vas-y, grille là cette idée. Et donc, tu te construis un nouveau toi. Et en fait, il est à l'intérieur parce que tu es toi avec toi. Il n'y a plus personne qui peut t'aider là. Mais quelle difficulté, enfin chapeau, moi je dis chapeau bas parce que c'est magnifique de tout ce que tu as pu faire. Je ne sais pas s'il y en a le quart qui nous écoutent, qui ont vécu peut-être des choses comme ça, qui sont arrivés, quelques-uns certainement croisant les doigts, mais beaucoup sont en demande, en questionnement. Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux m'en sortir? Et tout le monde peut y arriver. Oui, tu es le bel exemple. Ah non, tu dis quelque chose, tu dis aussi, il faut être toujours créatif. Dans le négatif, il faut toujours créatif. Oui. C'est un mot qui est important, qui revient très régulièrement dans ton livre. Oui, parce que tu vois, ce livre que j'écris, moi, je ne sais pas du tout qui va être édité. Donc là, je suis complètement à nu dans ce livre. C'est moi, c'est factuel, et je me dis, il faut que je l'écrive au moins pour m'amuser. Tu vois, donc je veux être créative, donc je l'écris. Je me dis, si quelqu'un le lisait, il faudrait qu'il s'éclate à le lire. Et du coup, je mets un style. Je sais toujours pas que plus tard, j'aurai l'opportunité. Je me dis, allez, écris pour quelqu'un. Mais ce quelqu'un n'existe pas. Mais aujourd'hui, il existe. Ce quelqu'un, c'est les lecteurs. C'est beau. Je crée, tu vois, je m'amuse. Rêve, ose et brille. C'est ça. C'est ton slogan de l'académie d'ailleurs, je crois. Alors c'est ça, c'est l'académie Estime de Soi que j'ai créée parce que je me suis rendu compte en formant les coiffeurs et notamment d'autres, parce que chez Yves Saint Laurent et tout ça, c'est pareil. En fait, c'est surtout les femmes, je suis désolée de le dire, mais quand il y a un manque d'estime de soi, on peut rien faire. On peut y aller, on peut prendre plein de formations. Donc le conseil que tu donnes aux femmes qui nous écoutent, aux hommes, mais aux femmes en particulier, qui ont plus une défaillance là-dessus, c'est de dire il faut toujours croire en nous. En soi. Et il faut essayer des choses. Ça coûte rien d'aller chez Zara, de prendre des modèles. Tu vois, ou autre marque, mais c'est un exemple avec des choses. Non, mais bien sûr, c'est le bel exemple. On va citer Pinterest. On prend des looks sur Pinterest, on se les crée, on va chez Zara, on essaye de reproduire. On n'achète pas. Juste, on se fait des looks et on se regarde. Dans un cabinet CH, il n'y a jamais personne qui va venir te dire ça fait 1 heure que vous y êtes, vous sortez. Et on se regarde différemment. En fait, il ne faut pas rester à l'intérieur de soi, à pas se regarder. Oui, parce que toi, tu n'avais rien, on t'achetait rien, tu avais donc t'habiller, tu ne savais pas, te coiffer non plus. Donc, rien. Voilà. Rien. Tu es l'exemple. Enfin, ça passe effectivement du noir au soleil, quoi. Oui, sauf que je rencontre aussi des mannequins. Donc les mannequins, quand je sors avec eux, ils me disent Ève, c'est pas possible. C'est pas possible. Il te faut des talons. Ah non, mais moi, les talons, j'ai toujours été en basket pour courir vite. Tu vois, là où j'habitais, il fallait être plutôt oui, quand tu volais, il fallait partir très vite. Et même sur le trajet, comme c'était dangereux, fallait que je ressemble pas à une femme pour pas être embêtée. Incroyable. Et il fallait que je sois très masculine. Donc, des jeux masculins, voilà. Et du coup, quand eux, ils me disent, tu peux pas sortir comme ça. Il y en a un, il me met une étole, il me dit, on y va. Ah non, je lui dis, je vais pas aller avec ta pince à nourrice, là, comme ça, tu m'enlèves ça, je remets mes affaires. Mais un jour, pour un shooting photo, j'achète une belle paire de chaussures. Et c'est là que, en fait, ils m'apprennent, tu vois, la coiffure m'apprend comment je peux me tenir, comment je dois parler, comment je peux être changée. Mieux qu'avec un loupé de caniche. Voilà. Métamorphose totale. Voilà. Ensuite, je rencontre des mannequins qui m'apprennent à marcher. Donc aujourd'hui, moi, dans mon académie, c'est tout ça. C'est des cours de posture, des cours de maintien, des cours pour parler. C'est une journée où on marche, on met ses talons, on y va, on marche. Tu sais pas marcher avec des talons? Eh ben, je te dis que tu vas savoir marcher avec des talons. Ça s'apprend. Mais ça s'apprend, posé par les faces caméra, tout ça, ça s'apprend. Exactement. Ça s'apprend. C'est partager tes moments de doute aussi et de détresse parce que tu leur fais part à justement tes élèves de beaucoup de choses que tu as vécues et ça en fait grandir beaucoup. Parce que d'entendre que tu aies vécu tout ça, je pense que ceux qui nous écoutent doivent se dire... Et encore, je pense que les gens, ils peuvent pas imaginer d'où je pars. Alors, dans mon coaching, il y a carrément une photo. J'ai mis une photo, j'ai dit, j'assume, c'est une photo de où je pars. C'est-à-dire où je suis vraiment perdue, tu le vois dans mon regard, tu vois mes vêtements, tu vois tout, et j'ai posté ça. Et après, derrière, on voit mon cheminement en image aussi, et j'ai tenu à ce qu'on mette la preuve de ça c'est vrai, et ça c'est vrai. Donc aujourd'hui... heureusement, qu'il y a ces photos, parce que quelque part, on pourrait dire elle raconte n'importe quoi. Est-ce qu'elle nous raconte vraiment la vérité? En plus, vu la vie que j'ai eue, j'avais pas des parents qui prenaient des photos, donc j'ai vraiment pas beaucoup de photos. Mais bon... Il faut le vouloir, il faut vouloir, et tu dis aussi quelque chose de très vrai, il faut vouloir attirer la lumière. Oui,
Moi, j'ai jamais fait exprès. C'est les gens que j'ai rencontrés. Entre Les Misérables, le film où tu fais la comparaison de ce que tu as vécu, et Tout ce qui brille, qui est ton film que tu aimes bien aussi, il y a un monde. Ouais. Et quelque part, tu as gravi, marche par marche, mais tu y es arrivé. Donc, il y en a certains, et c'est un hymne à la vie, au bonheur, de se dire que on peut tous y arriver. Ah oui, puis qu'on soit à la campagne, je veux dire, c'est pas forcément à Paris, hein. Ouais. Parce que oui, bien sûr. Tout ce qui brille, c'est tourné à Paris. Moi, sûr. je suis pas loin de Paris, mais dans la réalité, on peut faire tout ça où qu'on vive. Lorsque tout n'est pas rose, se projeter vers un ailleurs est toujours la clé. Ça, je trouve ça très beau. Ouais, lorsque tout n'est pas rose, se projeter vers un ailleurs est toujours la clé. Avec force et courage. Ouais, ça m'est venu comme ça. Tu vois, parce que ce livre, je me suis projetée ailleurs. Je dis, ça va pas là. Alors, les 5 clés, si tu dois résumer, les 5 clés, c'est quoi Alors, on les entend. Je vais en donner quelques-unes, les plus importantes. Se connecter avec soi. Pour se connecter avec soi, il faut des rendez-vous avec soi. Aujourd'hui, on est tous connectés à nos téléphones. Trop. Et ça, maintenant, on le sait. Donc, il y a des temps d'écran, il y a des temps de connexion. C'est marqué maintenant sur nos téléphones. Donc, moi, je recommande de se créer des moments, des rendez-vous avec soi, mais de l'écrire. Toi, dans un planning, rendez-vous avec toi. Là, il n'y a personne, il n'y a pas de téléphone. C'est vrai que, est-ce qu'on prend le temps de prendre rendez-vous avec soi-même? Pas forcément. Mais jamais, si tu l'écris pas. Déjà que quand on veut aller faire une heure de sport ou aller avec une copine discuter, se dire, allez, je prends un café de demi-heure, on dit, oh, j'ai pas le temps. Et ça passe. Et là, on n'est pas avec soi. On est avec les autres. Ensuite, être créatif. On a chacun des canaux différents pour réceptionner l'intuition. Ça peut être en dansant, ça peut être en chantant, ça peut être en dessinant. Chacun a son mode de création par lequel l'intuition va arriver. Voilà. Donc ça, c'est à chacun de trouver son mode créatif. Et alors, la dernière des clés, c'est la plus importante, c'est passer à l'action. Parce que si tu fais des trucs comme ça chez toi, tu vois, moi, quand j'avais tellement peur, je me disais, je vais jusqu'à l'ascenseur. Je fais 2 pas. Ah, je rentrais. Je disais, demain, tu refais les 2 pas. Quand tu arrives à faire les 2 pas, tu es OK avec les 2 pas. Donc, c'est se donner des défis et des objectifs réguliers. Des actions avec des choses qui dérangent un peu. Ça peut être tu changes de chemin alors que tu étais obligé. Ça peut être tu te prends un week-end dans un endroit que tu connais pas du tout alors que tu vas toujours le week-end là, à cet endroit-là. C'est des petites actions, mais qui te mettent dans une zone inconfortable. Comme ça, tu habitues ton cerveau. Parce que l'être humain, il est fait d'habitude. Donc, c'est l'habituer à changer un peu et qu'ils comprennent que c'est pas dangereux, ça va. Mais quand est-ce qu'on sait que c'est le moment qu'il faut changer, où on se dit, celles et ceux qui nous écoutent, ils vivent des choses atroces, et, OK, des intuitions, des envies, des rencontres, c'est tout ça qui t'a permis d'avancer. Mais tu sais, comme un truc qui se passe où tu te dis, là, c'est le moment, je peux plus continuer comme ça. En fait, c'est un grand ras-le-bol quand t'es au fond du trou. Qu'est-ce que t'as comme choix? Soit tu fais comme mon père. Moi, je pouvais pas faire ça. Il l'a déjà fait. Je vais pas reproduire. Je laisse ma mère et tout si je fais ça. Donc, je décide que... Tu prends en main les choses. Je décide que stop. Donc, les CD qu'on m'amène chez moi, je décide que je les en boucle. Tu vois, toute la journée en boucle. Ça peut être des pensées que tu viens mitrailler pour mettre du positif, mais ça peut être vraiment de parler à quelqu'un à qui tu parles pas quand tu es dans une situation tellement... tu vois, admettons... Terrible. Admettons, tu es seul, t'as aucun choix. Si tu parles à quelqu'un un jour, admettons même un Uber, même quelqu'un tu le connais pas, ça t'implique en rien puisque tu le connais pas. Mais s'il faut, cette personne-là va te donner une idée. Écouter des podcasts, tu vois. Mais après, derrière, il va falloir mettre en application. Par exemple, dans ce que j'ai dit, il a changé son alimentation. Moi, quand je mangeais des pâtes, j'avais des angoisses. Très bizarre. Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Aujourd'hui, je mange plus de gluten. D'accord. Voilà. Je me suis rendu compte que, en fait, les pâtes, pour moi, il y a un truc qui me fait comme du café dans les pâtes. Qu'est-ce que tu manges plus du tout? Donc, les pâtes? Le gluten et le laitage. D'accord. Voilà. Donc, déjà, ça réduit considérablement tout ce que tu manges. Parce que là, le gluten, il y en a et tu le vérifies chez toi, mais tu le vérifies chez d'autres qui font la même hygiène? Non, parce que moi, je ne sais pas comment les autres y mangent. Enfin, je vais pas être... je le conseille dans mes coachings. De surveiller ce qu'on mange, parce que chacun est différent. Tu vois, sûr. Moi, ça va être le gluten, d'autres, ça va être... Aujourd'hui, tu as des gens qui font des recherches sur le microbiote. C'est super intéressant. Moi, j'ai tellement lu, je me suis tellement documentée sur les micronutriments, les microvitamines. À un moment donné, j'avais une malle tellement pleine
Il y avait tellement de micro-nutriments dedans que les gens ils rigolaient quand je l'ouvrais. Mais j'étais devenue... C'est tout ce que tu n'as pas appris petite à l'école où tu apprenais rien, que tu autodidacte, où tu veux apprendre aujourd'hui et prendre n'importe quel livre sur n'importe quel sujet. Et je devenais une ayatollah. Ouais. Je devenais une ayatollah. C'est-à-dire que les légumes, il fallait les couper dans tel sens et les manger avant 30 minutes. Moi, je suivais Kousmine à la lettre. Ouais. À la lettre. Donc, j'étais invivable. Tu vois, c'est-à-dire que j'allais mieux, mais je rendais les autres dingues. T'es maman? Oui, je suis maman de deux filles. Ouais. Donc, et tu fais très attention à tout ça pour elle? Ouais, ma fille, elle mange pas de gluten. Mes filles, elles savent que l'alimentation, c'est important. Elles en font ce qu'elles veulent. Oui. Parce qu'elles elles n'ont pas eu la même enfance que moi. On n'a pas forcément Bien sûr. Mais elles ont la chance d'avoir une maman avec elles. Ouais, alors je dis pas que j'ai été parfaite parce que souvent on n'est pas parfaite. On reproduit un peu quand même ce qu'on a vécu. On va être très honnête. C'est un gros travail. Moi, je pense qu'il faudrait faire des enfants à partir de 50 ans. Quand on a toute l'expérience. Bah oui. Mais c'est pas faux. Bah oui. Tu dis alors aussi, il faut porter en soi le chaos pour mettre au monde une étoile dansante. Là aussi, ce sont... Voilà, comme dans le livre, d'ailleurs, vous le verrez, on est accompagné. Alors, j'ai noté, mais parce qu'elles sont toutes belles, de Tina Turner. Celle-ci, c'est pas de moi, c'est de Nietzsche, hein, quand même. Ah oui, j'allais dire, parce que c'est quand même très beau. Non, tu pourrais dire que c'est de toi, mais c'est vrai. Julie Zenati, Je m'en sors. Et si je m'en sors, c'est une chanson qui aujourd'hui peut encore me faire pleurer quand je l'écoute. Parce que je pleure, hein. Tu sais, en fait, des fois, c'est super haut. C'est bon de pleurer, on dit. Et puis moi, j'ai pas de... Il n'y a pas honte, il n'y a pas de honte à pleurer. Et puis, il ne faut pas garder. Donc, ça lave aussi. Il faut extérioriser. Ouais. Donc, des fois, c'est... Jamais trop tard de Kenji Girac. Enfin, voilà, je pense à plein de chansons comme ça que j'ai... Quelque part, que j'ai réécouté grâce à toi, mais que j'ai juste... C'est parce qu'à travers le bouquin, elles sont en début de chapitre. Oui. Des fois, quand je mets des musiques, et c'est super que tu me poses cette question-là, parce que je voulais mettre un QR code, et ça n'a pas été possible parce qu'il y a des droits de musique, ou des choses comme ça, puis ça aurait sorti les gens pour qu'on puisse aller voir directement qu'on puisse se mettre, en fait, c'est l'ambiance du chapitre. Je suis venue vous voir, Mano Solo. C'est quand j'ai fait un travail un peu mystique avec mon père. Quand j'ai allumé la radio, c'est cette musique qui est venue, je ne la connaissais pas. Et donc, c'est quelque chose, bien sûr, qui reste à toutes jamais. Toutes les paroles, il aurait pu les écrire. Elles sont très noires. Mais c'était l'ambiance dans laquelle j'ai grandi. Donc, c'est pour ça que la musique est très importante. Ah ouais. Moi, elle me parle, elle m'envoie des messages. Parfois, je me dis, waouh, attends, celle-là, c'est pour moi. Ouais. Le livre, en tout cas, est à consulter, j'ai envie de dire, dès une baisse de régime, dès... Mais même avant la baisse de régime. Oui, même avant pour se sentir mais comme mieux. Ça, on sait que ça arrive à tout le monde. L'impermanence, c'est pour tout le monde pareil. Il n'y a personne qui est toujours bien, enfin, à part sur les réseaux. Hein. Est-ce que tu revois des gens de l'époque qui ont changé, qui ont évolué aussi positivement que toi, ou malheureusement, le constat est plutôt, ils n'ont pas évolué? Ils sont tous morts. Ah oui, tous morts. Sida, drogue. Une horreur. Oui. Oui, donc le constat est terrible. Ça veut dire qu'il faut... Enfin, qu'est-ce que tu en fais comme analyse? Il n'y a que toi qui t'en es sorti, ça paraît dingue. Les rencontres, quand tu sens que c'est pas tes amies proches que tu avais, enfin proches en tous les cas, celles qui comptaient, elles sont plus là. En fait, ma meilleure amie, elle est décédée d'une crise d'épilepsie dans son sommeil. C'est pour moi la chose la plus dure. C'est pour ça que je vis pour deux. Et quand je suis à des événements tu penses à incroyables, elle aussi. Barack Obama... Alors oui, bien sûr que j'allais dire. Elle est là. Raconte-nous parce que... Pour moi, je ne suis pas seule dans le moment. Et je fais une story où là, je pense à tous mes amis. Je le dis dans le livre. La story, elle n'est pas pour moi. Elle est pour tout ce que j'ai vécu, toutes ces conneries qu'ils ont voulu me faire monter sur le CNIT. C'est beau. Moi, je vais rentrer dans le CNIT et je me dis, le gars, il va repérer qu'il ne faut pas me laisser rentrer dans le CNIT. Et le CNIT, il a tellement changé. C'est plus du tout le même. Et puis là, Barack Obama, jusqu'à la dernière minute, je me dis, on va me découvrir. Alors oui, raconte-nous, parce que c'est quand même, voilà, des bidonvilles, on a parlé, mais Barack Obama, la belle histoire. Ah ouais, tu l'as posté d'ailleurs sur ton réseau, sur Insta notamment, où on voit un petit truc. Ouais. Donc c'était unique, c'était magistral, c'était fou. C'est comme si j'étais dans l'endroit sans y être, tellement c'était vibrant. Tu vois, j'étais spectatrice de ma vie. Je me disais, là, on ne va pas me croire.
Là, il n'y a plus personne qui va me croire. Donc, j'ai ces vidéos. Oui. Ben, c'est comme je dis, si je filme pas, je me dis, ça n'existe pas. Il n'y a pas de réseau dans l'endroit. On ne peut pas téléphoner. Donc, je peux être en contact avec personne pour montrer, par exemple, comme si c'était écrit par le destin. Ève, tu vivras ça seule. Mais donc, c'est pour ça que je souhaite que ce soit toi qui le raconte, parce qu'avec tes mots et ton émotion, plus que l'intuition, là, comment, voilà, on arrive au même endroit que Barack Obama. Bah, par les cheveux. Voilà. C'est une histoire qui n'est pas tirée par les cheveux. Faut lire, parce que ça, on va laisser. C'est vrai. Mais c'est par les cheveux qu'on arrive à Barack Obama. Et c'est là que c'est fou. C'est que je démarre en bas. Pourtant, il n'en a pas beaucoup, j'allais dire. Oui, mais il a un coiffeur. Non, et en plus, je l'ai tagué son coiffeur régulier. Bien sûr qu'il est coiffé, Barack Obama. Mais je veux dire, tu vois, quand il arrive, avant qu'il arrive, moi, je me dis, concentre-toi, comment tu sens. Est-ce que c'est les années d'expérience qui font l'aura du personnage ou est-ce que c'est l'aura du personnage qui fait l'histoire? Ah ben, je peux te dire qu'avant qu'il arrive, tu as une énergie qui arrive. Et c'est incroyable parce qu'il n'est pas... En fait, tu le verrais presque pas. Parce qu'il est fin, il est tout fin, il est grand, mais il ne fait pas si grand. Et alors, il rigole avec tout le monde, il est très décontracté. Par contre, les gardes du corps, je le raconte quand j'ai filmé, je pense que Fanny, elle capte quand même qu'à un moment donné, je peux faire n'importe quoi. Enfin, que je peux être capable de... Parce que là, c'est des molosses quand même. Et normalement, tu n'as pas le droit de filmer. Ah non, mais je savais. Hein. Moi, là, prenais des risques. Là, j'ai pris tous mes repères d'avant. J'ai dit, Ève, tu as fait pire. Il faut juste filmer. Vas-y. J'ai dit, il est où mon téléphone? Ça a duré 2 secondes parce que j'ai pu filmer que 2 secondes. Mais là, tu as Yann Arthus Bertrand qui se présente à Barack Obama. Tu dis le monde à l'envers. Parce que Yann Arthus Bertrand, en plus, les vues du ciel, j'en parle, c'est ce que j'adore. Là, il se présente et tu vois bien que Barack Obama ne le connaît pas. Tu vois deux hommes qui s'affrontent, pas qui s'affrontent, mais c'est des égos quand même. Et là, il y en a un qui a un ego énorme, qui n'est pas reconnu, tu vois, et qui va prendre les photos. Et tu dis d'être là, d'assister à ça, c'est magnifique. Voilà. Donc, tout ça, c'est un moment. Et donc, Barack Obama, il a une énergie folle. Ensuite, j'ai l'occasion d'assister à la conférence. Il faut savoir que tout ça, c'est payant. Ça coûte très cher. Normalement, il n'y a pas de place pour moi. Ça, c'est normalement. Donc, je suis backstage. Je suis à 2 mètres de lui. Donc, je le vois mieux. Mais je n'ai pas la transcription en français sur l'écran. Et moi, je voulais comprendre ce qu'il disait comme je suis conférencière. Et là, Fanny me dit, si tu veux, il y a le maire de telle ville, je le dis dans le livre. Fanny Agostini. Oui, que je vois demain au salon. Et qui me dit, si tu veux, il y a une place qui s'est libérée, est-ce que tu la veux? Et là, bien sûr que je la veux. Et donc, on m'installe juste à côté d'un directeur des programmes de TF1 qui, lui, me reconnaît pas bien. Donc, je lui rappelle Evelyne Delia, Lisa Razzo. Il me dit, ah oui, vous direz à Fanny que les programmes reprennent tant. Je me suis en plus, tu vois, on me donne le programme et tout. Je m'assieds. Et là, c'est comme un miracle parce que tout ce qui est écrit, tout ce qu'il dit, mais je ne sais pas qui écrit pour lui. Tu bois ses paroles. C'est tellement magnifique. Et puis, il parle d'un petit lézard parce que lui, il n'était pas destiné à être là où il est aujourd'hui. Et il raconte que sur son île où il est né, à Hawaï, il y avait un petit lézard qui aujourd'hui permet un médicament pour lutter contre les gens qui ont trop de sucre dans le sang. Qui ont du cholestérol? Non, le sucre, c'est quand tu as du sucre. Ça va me revenir, oui. Ça va être... Attends, le sucre, c'est pas le cholestérol, c'est quoi? Non, tu sais... Bon, quand ils ont trop de sucre dans le sang, en fait, ce petit lézard permet de soigner les diabétiques. Bien sûr. Permet de soigner les diabétiques. Et il dit, lui, il était un peu comme ce petit lézard. On ne l'attendait pas là où il est allé, mais finalement, il a rayonné, il a fait quelque chose pour le monde, comme ce petit lézard qui était rien. Et moi, je fais le rapprochement, moi, je suis dans le siège comme ça, et je me dis, toi, tu as cru que tu étais des poupées russes, tu as cru que tu étais un cygne noir, tu as cru que tu étais... Bon, en fait, peut-être tu es un lézard. Magnifique. Voilà. Bon, écoutez, le plus simple, à mon avis, est de croquer l'ouvrage L'intuition a guidé mes pas. En tout cas, chapeau de l'avoir écrit. Et ça donne, c'est un hymne vraiment à la vie, au bonheur et surtout à la volonté et le fait qu'on peut réussir
non pas dans la vie, parce que réussir dans la vie, et tu l'as vu à travers les gens que tu as fréquentés, très argentés, c'est pas ça qui est chouette, mais réussir sa vie, c'est-à-dire être fier de ce que l'on fait, avoir une confiance en soi, ça vaut tout l'or du monde et c'est tellement important. À remplir sa vie. Remplir son intérieur. Remplir sa vie, rencontrer les gens. Quand on le dit, mais bon. Et puis surtout, quelles que soient les cartes qui sont distribuées, que ce soit au départ d'une vie, au milieu d'une vie ou en fin de vie. On peut y arriver. On peut y arriver. Même ma mère, elle a rencontré quelqu'un à l'EHPAD. Ouais. Donc, elle revit. Magnifique. Non, mais sincèrement, voilà. Il faut y croire. Alors, avant de terminer, les 4 questions flash. La rencontre qui a changé ta vie, s'il n'y en a qu'une. Ma meilleure amie, Asna. Ouais. Un livre ou un film que tu nous recommanderais, que tu as lu peut-être dans des moments... Tout ce qui brille. Tout ce qui brille. Que pense... attends. Un livre Kiff demain. Ou Du rêve pour les oufs, de Faiz Agen. D'accord. À lire. Que pense Ève aujourd'hui de Ève d'il y a 10 ans? Des fois, elle se pose sur son canapé et elle dit « Vache. Oh. » Où est-ce que j'en suis? Ah ouais. Et t'as pas fini. Et j'ai les pas escaliers fini. Il faut continuer à les monter. Ouais. Quelle est la femme que tu souhaiterais mettre en lumière et que j'invite ici? Là, je vais réfléchir quand même. Parce que moi, je mets souvent les gens en lumière. Je vais te dire Elisabeth Médium. Elisabeth Leloirne. Qui est? Médium. D'accord. Et qui a des dons. Pas qu'un don, certainement des dons. Elle a écrit un livre aussi. Elle a écrit un livre aussi qui est sorti le même jour que moi. Ah ben voilà, on la découvrira prochainement. Voilà, je fais la postface de son livre, donc c'est pour ça que je te dis que c'est un livre extraordinaire. C'est pas le 6e sens, mais c'est pas loin. Ah oui. Et elle raconte aussi factuellement que moi, t'es plongée, comme dans mon livre, dans sa vie, et tu vis la vie d'un enfant particulier qui a des ressentis que personne ne comprend et qui donc ne peut pas le dire. Et c'est incroyable. Sa vie est incroyable. Elle raconte très bien, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Alors, elle n'habite pas à Paris, mais elle vaut le détour. Bon, voilà. On a noté. Un grand merci, Ève Brillat. Donc, sur les réseaux, ton site, les conférences, vous entendrez parler d'elle. Et tu commences à avoir une certaine communauté et des gens qui sont très fidèles. En tout cas, le livre est à lire, L'intuition a guidé mes pas. C'est, cadeau, anniversaire, Noël et autres. Vraiment. Bienvenue à tous les lecteurs. Merci, plein de positivité, c'est ça qui est le plus important chez nous. Et merci pour ton énergie parce qu'on la ressent pas comme Barack Obama, mais presque. Oh là là. T'imagines? C'est vrai. À très bientôt. Merci d'avoir suivi Exceptionnel. À très bientôt.